Le plus beau des bonjours à nos chers auditeurs éclairés. Merci d'être là. Merci de nous offrir ce que vous avez de plus précieux, votre temps, votre intérêt, votre passion, votre attention et votre ouverture. Et qui sait, peut-être, votre cœur aussi ouvert. Votre présence est une semence de lumière dans ce cercle et chaque écoute est une offrande qui élève la vibration collective. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire et animatrice, aimable pour vous accompagner maintenant. Oui, on se donne des qualités quand on le peut, hein? On les glisse ici et là. Nous commençons une belle semaine avec une gratitude profonde, gratitude pour vous, gratitude pour le focus group qui contribue favorablement à l'essor de l'émission par une précieuse collaboration et gratitude pour les âmes qui se présentent aujourd'hui à nous. Et je commence l'émission avec une phrase miracle catalyseur qui élève d'un coup nos énergies et nos consciences. Roulement de tambour. Que chaque souffle que nous prenons devienne une prière vivante et que chaque mot que nous entendons devienne une semence de lumière dans le cœur du monde. Nous recevons deux âmes littéraires et visionnaires. Jane Austen, pendant son incarnation de Jane, elle était rose. Aujourd'hui, elle est d'une autre couleur, je vous en parle un peu plus loin. Et Antoine de Saint-Exupéry, qui était bleu indigo dans son incarnation d'Antoine, et aujourd'hui, il a changé. On en reparle plus tard. Jane a l'âme de la lucidité relationnelle qui a su révéler les subtilités du cœur humain et les paradoxes de la société avec humour et élégance. Antoine de Saint-Exupéry, l'âme du voyageur céleste, qui a rappelé au monde que l'essentiel est invisible aux yeux et que la fragilité est une porte vers l'infini. Jane nous ramène à l'intime, aux relations humaines, aux dynamiques invisibles du quotidien. Antoine nous élève vers le cosmique, vers l'universel, vers l'essentiel. Ensemble, ils incarnent le pont entre le cœur et l'étoile, entre la lucidité terrestre et la poésie céleste. Mais poursuivons avec les retours sur les émissions antérieures. Puis, en fait, nous continuons le fil de notre table ronde céleste sur les enjeux mondiaux. Dans les dernières émissions, nous avons reçu des âmes qui nous ont rappelé que continuons ce concept avec une nouvelle constellation d'âmes invitées qui vont nous offrir leur point de vue sur les enjeux mondiaux actuels et intemporels. Alors, cette semaine, chacune de ces âmes va nous offrir un point de vue, une transmission vibratoire sur les enjeux mondiaux en lien avec leur mission, leur histoire et leur essence. Le roi Soleil se présente avec une énergie dorée, rayonnante de majesté et de centralisation. Louis XIV nous parle de la puissance du rayonnement, de la nécessité de l'ordre, mais aussi des dangers de l'excès de contrôle. Il rappelle que les enjeux mondiaux exigent aujourd'hui une lumière partagée et non une lumière concentrée. Il nous invite à transformer l'autorité en service et la gloire en offrande. Jean Talon, intendant de la Nouvelle-France, apporte une énergie de gestation et de structuration. Son âme nous parle de l'importance de bâtir des fondations solides, de nourrir les peuples, de développer les ressources avec équité. Il rappelle que les enjeux mondiaux exigent une économie au service de la vie et non l'inverse. Il nous invite à voir la prospérité comme une semence de dignité collective. Marguerite Bourgeois, fondatrice de la première école de Montréal, se présente avec une énergie de maternité spirituelle. Son âme nous parle de l'éducation comme clé des enjeux mondiaux. Elle rappelle que chaque enfant est une étoile et que l'enseignement est une mission sacrée.
Elle nous invite à bâtir des sociétés où la transmission est une bénédiction et où la connaissance est partagée comme un pain vivant. Christophe Colomb se présente avec une énergie de voyage et de découverte, mais aussi de paradoxe. Son âme nous parle de la curiosité comme moteur, mais aussi des blessures causées par la conquête. Il rappelle que les enjeux mondiaux exigent aujourd'hui une exploration consciente, respectueuse des peuples et des terres. Il nous invite à transformer la découverte en rencontre et la conquête en dialogue. Donnacona, chef iroquois rencontré par Jacques Cartier, qu'on va faire également à la Saint-Jean-Baptiste 2026. On va faire Colomb et Cartier pour l'émission Nouvelle-France. Et Donnacona apporte une énergie de souveraineté et de mémoire autochtone. Son âme nous parle de la dignité des premiers peuples, de la nécessité de respecter les racines et les traditions. Il rappelle que les enjeux mondiaux exigent une écoute des voix ancestrales et que la guérison collective passe par la reconnaissance des blessures coloniales. Louis Riel, chef métis et figure de résistance, se présente avec une énergie de justice et de rébellion sacrée. Son âme nous parle de la lutte pour les droits, de la nécessité de défendre les minorités et les oublier. Il rappelle que les enjeux mondiaux exigent une justice inclusive et que la rébellion peut être une offrande quand elle est guidée par l'amour du peuple. Brian Mulroney, ancien premier ministre du Canada conservateur, apporte une énergie de politique pragmatique et de diplomatie. Son âme nous parle de la nécessité de bâtir des ponts, de négocier avec sagesse, de voir la politique comme un art de l'équilibre. Il rappelle que les enjeux mondiaux exigent une diplomatie consciente et que les décisions doivent être guidées par la vision du bien commun. On allait dire du point commun, mais c'est du bien. Alors, rentrons un petit peu plus en profondeur dans le message de nos invités. Je vous ai fait une petite introduction résumée. Mais le roi Soleil se présente avec une aura dorée, rayonnante de majesté. Son âme nous parle de la puissance du rayonnement de l'ordre, mais aussi des dangers de l'excès de contrôle. Voici son message. J'ai incarné la centralisation, la magnificence, la gloire, mais derrière le faste, mon âme cherchait à comprendre comment la lumière peut guider un peuple sans l'écraser. Je vous rappelle que les enjeux mondiaux aujourd'hui exigent une lumière partagée et non concentrée. Par le rayonnement comme une force universelle, j'ai compris que le pouvoir est une lumière. Il peut éclairer ou brûler. Dans le monde actuel, les nations doivent apprendre à rayonner sans dominer. La culture, l'art, la science doivent être des rayons partagés, non des instruments de contrôle. L'autorité transformée en service, c'est de reconnaître qu'un règne peut être marqué par l'autorité absolue. Aujourd'hui, les dirigeants sont appelés à transformer l'autorité en service, car gouverner, c'est servir la vie et non point son ego. Puis la gloire comme offrande. Le vaste de Versailles était une offrande esthétique, mais aussi un piège d'orgueil. Aujourd'hui, la gloire doit être une offrande au collectif. La beauté, la dignité, la grandeur doivent servir à élever les consciences. Donc, au niveau des enjeux mondiaux, le climat, la lumière du soleil doit être respectée, non exploitée. Il parle de l'économie au niveau de la richesse qui doit circuler comme la lumière et non se concentrer.
Au niveau de la culture, l'art doit être un miroir de l'âme collective, pas un instrument de propagande. Puis au niveau du pouvoir, c'est que l'autorité doit être partagée, distribuée, transformée en responsabilité collective. Je fus le roi soleil. Aujourd'hui, je vous invite à devenir chacun un rayon de ce soleil collectif. Que votre lumière éclaire sans brûler, qu'elle guide sans dominer, qu'elle inspire sans écraser. Au niveau du point de vue de Jean Talon maintenant, il dit: j'ai incarné la fonction des tendants, mais au-delà des chiffres et des récoltes, mon âme cherchait à comprendre comment bâtir une société qui nourrit, qui protège et qui élève. Jean se présente avec une énergie verte et brune, couleur de la terre fertile et des racines. Son âme nous parle de la gestion comme un art sacré, de l'importance de nourrir les peuples et de la nécessité de bâtir des fondations solides pour que les générations futures puissent s'épanouir. Jean Talon nous rappelle que d'assurer la subsistance est capital. Développer l'agriculture, diversifier les cultures, encourager l'élevage, l'échange et l'interdépendance consciente. Pour lui, nourrir est un acte spirituel. Chaque grain semé est une prière, chaque récolte est une bénédiction. Dans les enjeux mondiaux actuels, il voit la faim comme une blessure collective. Il nous invite à considérer la nourriture non comme une marchandise, mais comme un droit sacré. Il insiste, tant qu'un enfant souffre de la faim, aucune civilisation ne peut se dire accomplie. Il parle de l'économie au service de la vie, comme un outil, jamais comme une fin. Dans son temps, il a encouragé les industries locales, les brasseries, les chantiers navals pour donner du travail et de la dignité. Aujourd'hui, il nous invite à repenser l'économie mondiale, non pas comme une machine de profit, mais comme une circulation de vie. Il rappelle que la richesse doit être partagée et que l'accumulation est une maladie de l'âme. La structure sociale, comme il fut un bâtisseur, il a organisé les villages, structuré les recensements, encouragé les mariages pour peupler la colonie. Son âme reconnaît que cette structuration avait aussi des limites, parfois imposées par le pouvoir royal. Mais il nous dit que la structure est nécessaire. Sans organisation, les sociétés se dispersent. Aujourd'hui, il invite à bâtir des structures souples, inclusives, qui respectent la diversité et la liberté. Ces enjeux mondiaux, selon lui, elle voit le climat comme la terre d'une mère blessée et nous invite à revenir sur une agriculture respectueuse, à une gestion durable des ressources. Au niveau de l'économie, il appelle à une économie circulaire où rien n'est gaspillé, où chaque ressource est honorée. Il souligne les enjeux de la justice sociale. Jean insiste sur la dignité des travailleurs, sur l'importance de donner à chacun un rôle et une reconnaissance. Puis au niveau de la population, il rappelle que la croissance démographique doit être accompagnée de structures solides pour éviter la misère et l'exclusion. Et il nous transmet une sagesse pratique comme celle d'observer. Toujours commencer par écouter et voir la réalité du terrain. Organiser, donner une forme, une structure, une direction. Nourrir, assurer la subsistance, car sans nourriture, aucune société ne peut s'élever. Puis élever, pour transformer la matière en culture, en art, en spiritualité. Il nous dit,
J'ai été intendant de la Nouvelle-France. Aujourd'hui, je vous invite à devenir intendant de la Terre. Nourrissez-la, respectez-la, organisez vos sociétés avec dignité et souvenez-vous que l'économie n'est qu'un outil au service de la vie. Concernant le point de vue de l'âme de Marguerite Bourgeois, que nous avons fait au spécial Saint-Jean-Baptiste. J'ai porté l'école comme une lampe dans la nuit. J'ai cru que chaque enfant était une étoile et que l'éducation était le chemin pour que ces étoiles brillent. Mon âme est celle d'une mère spirituelle et ma mission fut de transmettre la lumière par l'enseignement. Marguerite se présente avec une aura blanche dorée, couleur de la pureté et de la transmission. Son âme nous parle de l'éducation comme clé des enjeux mondiaux, de la maternité spirituelle comme une force universelle et de la nécessité de bâtir des sociétés là où la connaissance est partagée comme un pain vivant. Elle nous rappelle que son œuvre fut de fonder la première école de Montréal dans des conditions difficiles avec peu de moyens, mais une foi immense. Pour elle, enseigner est un acte sacré. Chaque mot transmis est une semence, chaque leçon est une bénédiction. Elle insiste que l'éducation n'est pas seulement un savoir, c'est une initiation à la dignité. Puis, dans les enjeux mondiaux actuels, elle voit l'éducation comme la clé pour résoudre la pauvreté, la violence et l'injustice. Sans éducation consciente, aucune société ne peut s'élever. Son âme incarne la maternité universelle. Elle a vu chaque enfant comme son propre enfant, chaque élève comme une étoile à protéger. Elle nous rappelle que la maternité n'est pas seulement biologique, mais spirituelle. C'est la capacité de nourrir, de protéger, de transmettre. Dans les enjeux mondiaux, elle invite les sociétés à retrouver une maternité collective, à prendre soin des enfants, des vulnérables, des oubliés. Puis elle insiste, une civilisation se mesure à la manière dont elle traite ses enfants. Marguerite voit la connaissance comme un pain. Il doit être partagé, distribué, offert. Elle nous dit que le savoir ne doit pas être une marchandise, mais une nourriture spirituelle. Au niveau des enjeux mondiaux, elle appelle à une démocratisation du savoir, que chaque enfant, chaque adulte, chaque peuple ait accès à l'éducation. Elle rappelle que l'éducation est une arme contre l'ignorance, contre la manipulation et contre la peur. Au niveau des enjeux mondiaux, elle voit la Terre comme une école vivante. Au niveau de la justice sociale, elle insiste sur l'éducation des filles, des pauvres, des marginalisés. Elle rappelle que l'égalité commence dans la salle de classe. Au niveau de la spiritualité, elle voit l'éducation comme une initiation à la lumière, pas seulement une accumulation de savoir. Puis, au niveau de la paix, elle affirme que la paix mondiale ne peut être atteinte sans une éducation universelle. Marguerite nous transmet une sagesse pratique. Écoutez, chaque enfant a une voix, une histoire, une étoile. Transmettre, offrir le savoir comme une semence, avec patience et amour. Protéger, défendre les vulnérables, les oubliés, les marginalisés. Élever, transformer l'éducation en initiation spirituelle, en chemin vers la lumière. Puis elle nous dit, j'ai été enseignante fondatrice. Aujourd'hui, je vous invite à devenir les enseignants de votre vie. Transmettez la lumière, partagez le savoir comme un pain vivant et souvenez-vous que chaque enfant est une étoile. Concernant le point de vue de Christophe Colomb, maintenant, il nous dit, j'ai porté le nom de découvreur, mais mon âme sait que je fus aussi un porteur de blessures. J'ai traversé les mers avec curiosité, comme moteur, mais j'ai aussi participé à des conquêtes qui ont marqué des peuples. Aujourd'hui,
Je viens non pour glorifier, mais pour transformer. Christophe Colomb se présente avec une aura bleu marine et rouge profond, couleur de l'océan et du sang versé. Son âme nous parle de la curiosité comme une force sacrée, mais aussi de la responsabilité qui accompagne chaque découverte. Colomb rappelle que son désir de traverser l'océan était animé par une curiosité immense, découvrir de nouvelles routes, de nouveaux mondes, de nouvelles richesses. Il nous dit que la curiosité est une énergie divine. Elle pousse l'humanité à explorer, à apprendre, à grandir. Mais elle reconnaît que la curiosité sans conscience peut devenir prédation. Dans les enjeux mondiaux actuels, il invite à cultiver une curiosité constante et consciente, à explorer les sciences, les technologies, les cultures, mais toujours avec respect et responsabilité. Son âme reconnaît les blessures causées par les conquêtes, les peuples colonisés, les terres exploitées, les cultures effacées. Il nous dit: je fus instrument d'un système plus grand que moi, mais mon âme porte la mémoire des blessures infligées. Dans les enjeux mondiaux, il nous invite à reconnaître ces blessures, à les nommer, à les guérir. Il insiste que la guérison collective passe par la reconnaissance des erreurs passées. Puis, Colomb nous parle de la rencontre entre les mondes, l'Europe et les Amériques, les explorateurs et les premiers peuples. Il reconnaît que ces rencontres furent souvent des chocs, des violences. Mais il nous dit que la rencontre peut être transformée en dialogue, en échange respectueux et une reconnaissance mutuelle. Dans les enjeux mondiaux, il invite à transformer chaque rencontre culturelle en dialogue, chaque différence en richesse. Selon Christophe Colomb, les enjeux mondiaux sont le climat. Il voit l'océan comme une mémoire vivante. Il nous invite à protéger les mers, à respecter les cycles de la nature. Au niveau économie, il parle que la conquête de richesses fut son moteur, mais il nous invite aujourd'hui à transformer l'économie en échange équitable. Au niveau de la justice sociale, il insiste sur la reconnaissance des peuples colonisés, sur la nécessité à réparer les injustices historiques. Puis au niveau des explorations, il nous invite à continuer d'explorer, mais avec conscience, que chaque découverte soit une bénédiction, non une prédation. Puis il nous transmet une sagesse pratique. Il nous dit: oser. Avoir le courage de traverser les océans, de sortir des limites connues, reconnaître, admettre les blessures causées, de ne pas les nier, transformer, faire que chaque découverte une rencontre, de chaque exploration une offrande, puis guérir, utiliser la mémoire des erreurs pour bâtir un avenir plus juste. Il nous dit: j'ai été découvreur, mais je sais que je fus aussi porteur de blessures. Aujourd'hui, je vous invite à devenir des explorateurs conscients, oser découvrir, mais respecter, oser rencontrer, mais écouter, oser transformer, mais guérissez. Que chaque exploration soit une prière vivante pour l'unité des peuples et pour la dignité de la terre. Donnacona nous dit: j'ai porté la voix de mon peuple face aux arrivants venus d'au-delà de l'océan. J'ai connu la rencontre, la curiosité, mais aussi la douleur de la dépossession. Mon âme est celle d'un gardien des racines et je viens aujourd'hui rappeler que la terre n'appartient à personne, mais que chacun appartient à la terre. Donnacona se présente avec une aura terre cuivrée et vert sombre, couleur des forêts ancestrales et des mémoires des peuples premiers.
Son âme nous parle de la souveraineté spirituelle, de la dignité des traditions et de la nécessité de reconnaître les blessures coloniales pour guérir collectivement. Donnacona rappelle que son rôle fut de défendre la dignité de son peuple face aux explorateurs européens. Pour lui, la souveraineté n'est pas seulement politique, elle est spirituelle, enracinée dans la terre, dans les ancêtres, dans les traditions. Il insiste, la terre n'est pas une possession, elle est une mère. Dans les enjeux mondiaux actuels, il invite à reconnaître la souveraineté des peuples autochtones, à écouter leur voix, à respecter leur savoir. Son âme porte de la blessure, de la dépossession des terres, la perte des cultures et des violences subies. Il nous dit, la mémoire est une cicatrice, elle ne disparaît pas, elle peut devenir une force. Au niveau des enjeux mondiaux, il nous invite à reconnaître ces blessures, à les nommer, à les intégrer dans l'histoire collective. Il insiste, la guérison passe par la reconnaissance, par le dialogue et par la réparation. Donnacona nous parle de la sagesse des traditions autochtones, le respect de la nature, la vie en communauté, puis la transmission orale. Il rappelle que ces traditions ne sont pas des reliques, mais des trésors vivants. Dans les enjeux mondiaux, il invite à écouter les savoirs ancestraux pour répondre aux crises actuelles, comme le climat, la justice sociale, la spiritualité. Il insiste, les anciens savaient que la Terre est un être vivant. Écoutez-la, respectez-la. Donc, au niveau du climat, il voit la Terre comme une mère blessée. Il invite à revenir à une relation sacrée avec la nature. Justice sociale, il insiste sur la reconnaissance des peuples premiers, sur la nécessité de réparer les injustices coloniales. Au niveau de la spiritualité, il rappelle que ce n'est pas une croyance abstraite, mais une relation vivante avec la terre et les ancêtres. Puis la paix, il affirme que la paix mondiale ne peut être atteinte sans la reconnaissance des voix autochtones. Puis Donnacona nous transmet une sagesse pratique. Écoutez, écoutez les voix des peuples premiers, écoutez la terre, écoutez les ancêtres, écoutez votre moment. Respectez les traditions, les cultures, les racines, la terre. Reconnaître les blessures, les injustices, les cicatrices. Puis guérir pour transformer la mémoire en force, la douleur en dignité, les cicatrices en offrande. Puis il nous dit, j'ai été chef, gardien, témoin. Aujourd'hui, je vous invite à devenir gardien de la terre. Respectez-la, écoutez-la, guérissez vos blessures collectives et souvenez-vous que la souveraineté est une relation sacrée avec la vie. Louis Riel, maintenant, nous dit, j'ai porté la voix des miens, j'ai incarné la résistance et j'ai payé de ma vie le prix de la justice. Mon âme est celle d'un prophète rebelle, mais aussi un serviteur du peuple. Aujourd'hui, je viens rappeler que la justice est une offrande sacrée et que la rébellion peut être une prière quand elle est guidée avec l'amour. Louis Riel se présente avec une aura rouge incandescent et argent clair, couleur de la passion et de la vérité. Son âme nous parle de la justice inclusive, de la dignité des minorités et de la nécessité de transformer la rébellion en offrande spirituelle. Riel rappelle que sa vie fut consacrée à défendre les métis, les peuples premiers, les minorités ignorées par les pouvoirs coloniaux. Pour lui, défendre un acte sacré, il ne s'agit pas seulement de politique, mais de dignité humaine. Il insiste. Chaque peuple a droit à sa voix, chaque culture a droit à sa place.
Et dans les enjeux mondiaux, il nous invite à défendre les minorités, les migrants, les exclus, les oubliés. Son âme reconnaît que sa rébellion fut perçue comme une menace par les autorités, mais il la voit comme une offrande spirituelle. La rébellion, quand elle est guidée par l'amour, est une prière vivante. Elle n'est pas destruction, mais affirmation de la dignité. Dans les enjeux mondiaux, il invite à transformer les rébellions sociales en mouvements de guérison, en offrande pour la justice. Riel nous parle de la justice comme un cercle. Elle doit inclure tous les peuples, tous les voix, toutes les cultures. Il rappelle que l'exclusion est une blessure et que la justice doit être une guérison. Dans les enjeux mondiaux, il invite à bâtir des systèmes inclusifs où chaque voix est entendue, où chaque culture est respectée. Et il insiste, la justice n'est pas une loi, c'est une relation. Au niveau des enjeux mondiaux, Louis Riel identifie le climat. Il voit la Terre comme une alliée. Il invite à défendre la nature comme on défend un peuple. Il souligne aussi la justice sociale. Il insiste sur la défense des minorités, des migrants, des exclus. Puis de la spiritualité. Il rappelle que la justice est une prière, une offrande, une mission sacrée. Puis il affirme que la paix mondiale ne peut être atteinte sans justice inclusive. Louis Riel nous transmet une sagesse pratique et nous dit d'écouter. Écoutez les voix des minorités, des oubliés, des exclus, celles de la terre, celles de votre cœur. Défendre la dignité même au prix de sa propre vie. Transformer, oui, transformer la rébellion en offrande, en lutte, en prière. Puis de guérir, d'utiliser la justice comme médecine, comme guérison collective. Puis il nous dit, j'ai été rebelle, prophète, serviteur. Aujourd'hui, je vous invite à devenir les défenseurs de la justice inclusive. Écoutez les voix des oubliés, transformez vos rébellions en prières et souvenez-vous, la justice est une offrande sacrée. Et puis dernier point, celui de Brian Mulroney. Elle nous dit, j'ai porté la charge de gouverner un pays dans une époque de transition. J'ai connu les défis de la diplomatie, les tensions de l'économie, les espoirs et les critiques. Mon âme est celle d'un bâtisseur de ponts et je viens aujourd'hui rappeler que la politique est un art de l'équilibre, une danse entre intérêt et conscience. Brian Mulroney se présente avec une aura bleu clair et or pâle, couleur de la diplomatie et de la vision pragmatique. Son âme nous parle de la politique comme service, de la diplomatie consciente et de la nécessité de bâtir des ponts entre les peuples et les générations. Mulroney rappelle que son rôle fut de naviguer entre les intérêts divergents, les provinces, les peuples, les entreprises, les partenaires internationaux. Pour lui, la politique est un art de l'équilibre, celui de trouver le point où chacun peut avancer sans écraser l'autre. Puis il insiste, gouverner, ce n'est pas imposer, c'est harmoniser. Puis dans les enjeux mondiaux actuels, il invite à voir la politique non comme une lutte de pouvoir, mais comme une médiation sacrée. Son âme nous parle de diplomatie comme pont entre les nations. Il rappelle que les efforts pour renforcer les relations internationales, pour bâtir des accords, pour négocier avec sagesse sont importants. Aujourd'hui, il nous invite à une diplomatie consciente, respectueuse des peuples, attentive aux enjeux climatiques et guidée par la vision du bien commun. Puis il insiste, la diplomatie est une écoute avant d'être une parole.
Mulroney reconnaît que l'économie fut au cœur de son mandat. Accords commerciaux, réformes, négociations. Mais il nous dit que l'économie doit être un outil de service de la vie et non d'une fin en soi. Puis au niveau des enjeux mondiaux, il invite à repenser l'économie mondiale non pas comme une machine de profit, mais comme une circulation de dignité. Puis il insiste, la prospérité n'a de sens que si elle est partagée. Puis au niveau des enjeux mondiaux, Brian identifie le climat. Il voit la Terre comme une maison commune. Il invite à une politique écologique, à une diplomatie climatique. Au niveau de la justice sociale, il insiste sur la nécessité de réduire les inégalités, de donner une voix aux minorités. Puis, économique, évidemment, il appelle à une économie équilibrée où les accords commerciaux servent la dignité des peuples. Puis la paix. Il affirme que la paix mondiale ne peut être atteinte sans diplomatie consciente et sans justice économique. Puis, au niveau de sa sagesse pratique, Brian nous propose d'écouter les peuples, les provinces, les nations, de négocier, chercher l'équilibre, trouver le compromis juste, de servir, de voir la politique comme un service, non comme un pouvoir, puis élever, transformer la diplomatie en offrande, l'économie en dignité et la politique en art sacré. Il nous dit, j'ai été Premier ministre, négociateur, bâtisseur de ponts. Aujourd'hui, je vous invite à devenir les diplomates de la vie. Écoutez, négociez, servez et souvenez-vous que la politique est un art de l'équilibre. Donc voilà ce qui fait le tour de la table ronde avec ces rencontres d'âmes qui nous ont offert un kaléidoscope de vision sur les enjeux mondiaux. La lumière partagée, la gestion de la terre, l'éducation comme un pain vivant, l'exploration consciente, la souveraineté des peuples premiers, la justice inclusive et la diplomatie équilibrée. Ensemble, leurs voix forment un cercle sacré qui nous rappelle que l'avenir se construit par la mémoire, la dignité et le dialogue. C'est maintenant qu'on ouvre le cœur de l'émission 134 pour accueillir nos invités de la semaine, Jane Austen et Saint-Antoine. Ouais, Antoine de Saint-Exupéry, deux âmes littéraires qui relient l'intime et l'universel, le cœur et l'étoile. Leur dialogue nous guidera vers une élévation vibratoire où la lucidité des relations humaines rencontre la poésie cosmique. Et je vous présente la première trame sonore que j'ai choisie pour Jane Austen, qui provient de la série BBC Orgueil et Préjugés. Ça, c'est dans mon top 3 de meilleures séries au monde, avec Camelot, évidemment, Orgueil et Préjugés de Jane Austen, mais BBC. Donc, la musique est empreinte de grâce et de profondeur et traduit l'univers sensible de l'autrice, un monde où les émotions se révèlent dans la subtilité des relations humaines et où l'élégance des sentiments devient une véritable peinture sonore. Nous proposons un extrait de la trame sonore de la BBC Orgueil et Préjugés série. Cette musique est une invitation à rentrer dans la finesse de son regard, à ressentir la beauté et les émotions, avec des revenus modestes, mais une vie intellectuelle riche. Elle mesurait 1,73 m, 5 pieds 8 pouces, puis elle est entourée de 6 frères, James, George, Edward, Henry, Frank, Charles, et une autre sœur, Cassandra Elizabeth, qui restera sa confidente toute sa vie. James et Henry furent proches de Jane, Henry devenant même son agent littéraire. Frank et Charles firent carrière dans la marine et devinrent amiraux.
Edward fut adopté par un cousin riche, héritant plus tard de domaines. Puis George, atteint de troubles mentaux et peut-être sourd, fut confié à une autre famille. La maison familiale, le presbytère de Stevenstone, était animé. Lectures, théâtre amateur, débats. George Austin donnait à ses enfants des accès à une bibliothèque de plus de 500 ouvrages, nourrissant l'esprit curieux de Jane. Dès l'adolescence, Jane écrit pour s'amuser auprès de sa famille. C'est Juvenilia de 1787 à 1793 qui regroupe des textes courts, souvent parodiques, pleins d'humour et de satire. Love and Friendship se moque des romans sentimentaux. The History of England, illustré par Cassandra, parodie les récits historiques. Et d'autres récits comme The Beautiful Cassandra ou Leslie Castle montrent déjà son ironie mordante. Elle participe aux représentations théâtre familial, ce qui développe son sens comique et satirique. Jane mène une vie domestique typique. Couverture, aide aux proches, visite aux voisins, participation au bal de Baskintoke. Elle joue du piano forte et adore danser, où elle excelle. Elle lit à voix haute ses propres textes en famille, ce qui nourrit son style. À partir des années 1790, Jane s'oriente vers des œuvres plus longues. Lady Susan, qu'elle a fait de 1793 à 95, un roman épistolaire audacieux concentré sur une héroïne manipulatrice. En 96, elle lit Éléonore et Marianne et deviendra Sense et Sensibility. First Impression, futur Pride and Prejudice, adoré par sa famille mais refusé par l'éditeur Cadell de 1796-97. Puis Susan de 1798 à 1799, futur Northanger Abbey, satire des romans gothiques. En 95-96, en 1795-96, Jane rencontre Thomas Lefroy, jeune avocat irlandais. Ils passent du temps ensemble, mais la famille Lefroy met fin à cette relation. Ni un ni l'autre n'avait de fortune. En 1802, Jane accepte une demande en mariage de Harry Bigwether avant de rétracter. Elle se rétracte le lendemain. Ce geste révèle son principe fondamental, je ne jamais se marier sans affection. En 1800, la famille quitte Stephen Booth pour Bath. Jane est bouleversée par cet arrachement et cesse presque d'écrire. Elle commence de Watson, mais l'abandonne après la mort de son père en 1805. La famille vit alors dans la précarité, dépendante du soutien des frères. En 1909, son frère Edward leur offre un cottage à Chawton. Ce foyer stable permet à Jane de retrouver sa créativité. Elle écrit presque chaque jour et publie ses grands romans. Sense and Sensibility, 1811, qui fut un succès immédiat. Pride and Prejudice, 1813, son chef-d'œuvre le plus célèbre. Mansfield Park, 1814, roman grave sur la morale et les inégalités. Puis Emma, en 1815, un portrait ironique d'une jeune femme sûre d'elle. Puis en 1815, elle est invitée par la bibliothèque du prince régent qui admire ses romans. Elle lui dédicace Emma, malgré son peu d'estime pour lui, et redirige ensuite une parodie, Plan d'un roman. Dès 1816, Jane souffre de problèmes de santé. Elle achève Persuasion en 1816, roman empreint de mélancolie et de maturité. Elle commence ensuite Sanditon en 1807, qui reste
Sadetun en 1817 qui reste inachevée. Elle meurt en 1817, le 18 juillet, à l'âge de 41 ans, probablement de la maladie d'Addison ou d'Hodgkin. Elle est enterrée dans la cathédrale de Winchester. Son épitaphe loue ses qualités personnelles, mais ne mentionne pas son œuvre. Après sa mort, Cassandra et Henry publient Persuasion et Northanger Abbey 1818. Pour la première fois, Jane est identifiée comme l'autrice. Ces romans connaissent ensuite une renaissance en 1833 et depuis, ils n'ont jamais cessé d'être réédités. Aujourd'hui, Jane est célébrée comme l'une des plus grandes romancières anglaises. Elle a écrit aussi des pièces de théâtre, dont Sir Charles Grandison or The Happy Man, une comédie en 5 actes achevée en 1800. C'est une parodie de Samuel Richardson. Elle montre son goût pour détourner les conventions littéraires. Si on fait un bilan chiffré, là, 29 écrits de jeunesse, une pièce de théâtre, 3 romans mineurs ou inachevés, 6 romans majeurs, pour un total de 39 œuvres connues, toutes formes confondues. Puis Jane n'a pas seulement écrit des grands romans, elle a produit près de 40 œuvres au total, allant des parodies turbulentes de son adolescence aux chefs-d'œuvre universels de sa maturité. Son parcours montre une autrice prolifique, inventive et courageuse qui a transformé les contraintes de sa vie en œuvre littéraire intemporelle. Donc, elle fut une femme de famille profondément liée à sa sœur Cassandra, une observatrice ironique transformant les bals et les conversations en matière littéraire, une créatrice courageuse refusant un mariage sans amour et poursuivant son art malgré la précarité, puis une romancière universelle dont l'œuvre continue de toucher le monde entier et mon cœur. Je présente la deuxième trame sonore qui provient de Raison et Sentiment, Sense and Sensibility, adaptation de l'œuvre de Jane Austen. La musique est empreinte de délicatesse, de profondeur, qui traduit l'univers sensible et raffiné de l'autrice, où l'émotion se révèle dans la subtilité des relations humaines et de la noblesse des sentiments. Donc, la couleur d'âme de Jane Austen aujourd'hui, c'est une énergie qui se manifeste dans la lumière dorée et argentée, mais elle porte aussi encore beaucoup de rose. Le doré symbolise la sagesse intemporelle, la clarté de son regard sur les relations humaines. Puis l'argenté reflète la finesse, l'élégance et la sensibilité de son écriture comme une vibration lunaire. Cette combinaison montre une âme qui éclaire d'autres par la lucidité et la beauté. Jane appartient à la famille d'âmes des enseignements et des éclaireurs. Sa mission est d'observer, comprendre, transmettre. Elle incarne l'art de transformer la vie quotidienne en leçon universelle. Puis sa famille d'âmes est proche de celle des prophètes, des philosophes, des guérisseurs qui utilisent la parole pour éveiller. C'est un esprit libre, une chercheuse de vérité avec de l'humour et beaucoup de franchise. Puis elle a un sens de l'harmonie, du raffinement, du lien social. C'est une âme qui a aussi, qui est porteuse de discipline, de persévérance, de capacité à transformer les contraintes en œuvres durables. Puis c'est une âme qui unit la quête de vérité, de l'élégance. Une âme de la liberté, de l'exploration, du mouvement, Jane incarne ces vibrations. Elle explore les relations humaines, les conventions sociales et ouvre des portes vers une conscience plus libre. J'ai regardé au niveau de son livre de vie et j'ai vu une mémoire de scribe dans une civilisation ancienne où elle observait et consignait les mœurs. J'ai vu aussi une vie de poète, philosophe aussi, dans la Grèce antique, transmettant de la parole, de la sagesse et des mythes. Puis j'ai trouvé une religieuse dans une époque médiévale, cherchant à unir l'amour divin et l'amour humain. Médiévale, mais
Elle s'était séparée d'un Romain, elle était mariée à un Romain, puis elle est allée comme religieuse. Mais en tout cas, c'est des résonances qui expliquent son talent pour unir l'observation sociale, l'humour et la profondeur spirituelle. Alors voilà, j'ai un beau message de Jane Austen pour vous. Mes chers amis, je vous parle aujourd'hui non pas en tant que romancière, mais en tant qu'âme qui continue de vibrer dans vos cœurs. Au-delà de mon nom, je suis une conscience qui a choisi de traverser le monde pour observer, aimer et transmettre. Je viens vous offrir un regard qui dépasse les siècles, car ce que j'ai vu dans mon temps, vous le vivez encore aujourd'hui. Les élans du cœur, les contraintes sociales, les illusions de l'orgueil, les préjugés qui séparent et les forces de l'amour qui réunissent. L'âme est une couleur, une vibration, une musique. La mienne est dorée argentée, mais chacune des vôtres porte une teinte unique. Ne cherchez pas à imiter, mais à révéler. Votre mission n'est pas de rassembler à quelqu'un, mais de devenir la version de vous-même. Dans mes romans, j'ai montré des personnages qui se trompent, qui jugent trop vite, qui se laissent séduire par l'apparence, mais aussi j'ai cherché à montrer le chemin de la vérité, de l'humilité, de l'amour sincère. Ce chemin est celui de l'âme, apprendre par les erreurs, grandir par les relations et s'élever par la conscience. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Dans ma vie terrestre, ma sœur Cassandra fut mon miroir et mon refuge, mais au-delà de la famille biologique, j'étais reliée à une lignée d'âmes conteuses, observatrices et éclaireuses. Vous aussi, vous avez des compagnons invisibles. Certains sont incarnés près de vous, d'autres vous inspirent depuis d'autres plans. Reconnaissez-les, honorez-les, et sachez que vos dons ne sont pas isolés, ils s'inscrivent dans une trame collective. Les étoiles et les nombres sont les langages de l'âme. J'ai misé sur la quête de vérité et le goût de l'aventure intérieure. Mon chemin de vie m'a offert la beauté, la liberté, parfois douloureuse, mais toujours féconde. Pour vous, ces langages sont des miroirs. Ils ne dictent pas votre destin, mais ils vous révèlent vos potentialités. Utilisez-les comme des clés et non comme des prisons. Je me souviens d'avoir été Vous aussi, vous portez des mémoires. Certaines vous aident, d'autres vous entravent. Ne les craignez pas, elles sont des racines. Mais souvenez-vous, vous n'êtes pas défini par vos vies passées. Vous êtes appelé à créer une nouvelle vie maintenant, ici, dans votre incarnation. Si je devais vous transmettre une seule leçon, ce serait celle-ci. Ne vous engagez jamais sans affection véritable. J'ai refusé un mariage qui m'aurait donné confort et sécurité, mais qui aurait étouffé mon âme. J'ai choisi la liberté, même au prix de la précarité. Aujourd'hui, je vous invite à faire de même. Choisissez l'amour sincère, la vérité, la liberté intérieure. Ne sacrifiez pas votre âme pour des convenances. Votre monde est rapide, bruyant, saturé d'images et de jugements, mais les leçons sont les mêmes qu'en montant. Ne vous laissez pas tromper par les apparences, cherchez la profondeur derrière les masques, cultivez l'humour et la lucidité pour traverser les illusions, puis honorez vos familles d'âme et vos liens véritables. Je vous vois comme une génération appelée à unir la lucidité et la compassion. Vous avez les moyens de communiquer au-delà des frontières, de partager vos histoires, de créer des communautés vibrantes. Mais n'oubliez pas, la véritable révolution est intérieure. Élevez votre conscience, transformez vos blessures en sagesse, offrez vos dons au monde. Je vous laisse ces mots comme une bénédiction. Soyez libres dans vos choix, soyez sincères dans vos amours, soyez lucides dans vos jugements.
Soyez créateur conscient dans votre vie. Et souvenez-vous, l'âme est éternelle. Ce que vous semez aujourd'hui fleurira dans d'autres temps, d'autres vies, d'autres mondes. Je vous accompagne avec ma couleur dorée argentée, comme une sœur d'âme qui vous sourit depuis l'éternité. Ouh, j'adore, j'adore écrire avec elle. La dernière trame sonore pour Jane Austen provient de la bande du film Emma avec Gwyneth Paltrow, qui est une musique empreinte de légèreté et de raffinement qui traduit l'univers subtil de l'autrice. Un monde où les émotions se dévoilent dans la subtilité des gestes, des regards et des relations humaines. Bon, euh, après sa mort en 1817, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'elle a eu comme autre vie depuis? Ah! Comme incarnation, j'ai vu une vie comme enseignante discrète. À son âme choisie, une incarnation plus humble dans un rôle d'éducatrice. Elle y cultive la patience et la transmission sans gloire publique, mais avec une grande profondeur intérieure. Puis cette vie lui permet d'expérimenter la simplicité de continuer à observer les relations humaines, mais dans un cadre plus silencieux. Puis début du 20e siècle, je l'ai vue dans une vie de guérisseuse, une incarnation féminine dans une campagne anglaise ou irlandaise. Elle travaillait avec les plantes, les remèdes simples et offrait un soin silencieux aux communautés. Elle a appris dans cette incarnation-là que d'unir la lucidité et l'esprit par la compassion du cœur transforme les regards critiques en énergie de guérison. Puis les dernières nouvelles que j'ai vues, c'est vers la fin du 20e siècle, dans les années 1980. C'est une vie mitoyenne entre la France et l'Italie. C'est une incarnation libre où elle explore beaucoup la peinture et la musique dans un corps masculin, mais qui fonctionne par le cœur. C'est une incarnation qui lui a permis de libérer sa créativité qu'elle avait contrainte par des conventions sociales, mais en même temps, elle l'exprime toujours. Puis on me dit même qu'au niveau de l'Italie, ça a été un artiste qui est connu maintenant. J'ai vu le bonhomme, mais j'ai pas eu le nom. Fait que encore là, modeste, une vision modeste. Mais au niveau de la progression de son âme, ses incarnations ont montré comme une observatrice ironique dans sa vie terrestre comme Jane Austen. On l'a vu comme enseignante au niveau du 19e siècle, comme guérisseuse début du 20e siècle, comme artiste au milieu du 20e siècle. Puis là, je vous dirais, au niveau du 21e siècle, elle revient comme une éclaireuse contemporaine. Puis son âme continue de chercher à unir vérité, beauté et soin en passant de la plume à l'enseignement, à la guérison, à l'art, pour vraiment des incarnations qui rassemblent toutes ces dimensions. Alors voilà, mes chers auditeurs, tout ce que je peux vous dire, c'est que je te bénis. Parce que oui, je veux bénir Jane, notre sœur d'éternité qui a traversé les siècles avec humour, lucidité et tendresse. Puis nous savons que Jane, ton voyage ne s'est pas arrêté en 1817, que ton âme a poursuivi son chemin dans d'autres incarnations. Nous te remercions et nous te reconnaissons pour ces vies. Nous les honorons. Mon âme s'avance vers Jane, puis je lui tends un cadeau, une coupe de cristal remplie de lumière verte et dorée. Puis cette lumière guérit ses mémoires de solitude, apaise ses blessures de précarité et lui rappelle sa souveraineté. Jane reçoit ce cadeau, elle sourit et ça gonfle son champ énergétique de lumière radieuse. Il y a de vieux symboles qui se détachent de son aura et qui sont aspirés automatiquement vers le haut. Ça a gonflé également ses pieds pour mieux porter sa fréquence en guérison avec la terre et la thématique de la méchanceté. Puis il y a de nombreuses transformations à son plexus solaire, à son troisième œil aussi qui en ont suivi. Puis elle s'est promis d'honorer sa vérité en passant par le chakra de la gorge, en détour aux conventions. Puis en retour, elle m'a fait un cadeau, une belle plume argentée. Cette plume est son héritage, la capacité de transformer les observations en récits vibratoires.
de transformer et de donner forme aux vérités invisibles. Puis je l'ai pris dans ma main, j'ai senti une fluidité se connecter par de l'électricité qui propulse mes énergies. Et ça va m'aider dans mes fonctions médiumniques, d'écrivaine également. Puis, ça va m'aider à plonger davantage dans l'humour et l'ironie pour que la légèreté d'explorer les vérités soit plus détendue, mais avec beaucoup plus de courage aussi. Fait que ça approfondit la familiarité chez moi comme la capacité d'honorer ma place dans un cadre familial. Ça a changé mes codes en dessous de mes pieds et ça a transformé mon canal avec plein de chiffres d'évolution et de progrès de la race. Fait que ça a été une forme d'antidote pour que mon ouvrage maintenant puisse fructifier longtemps comme elle après sa mort. Puis ça joue sur les centenaires à venir dans mon livre de vie, puis ça me permet de nettoyer des choses à mon nombril, dont entre autres d'apaiser de la vieille peine de mes vieilles histoires avec la terre. Fait que ça a été un échange de guérison, d'inspiration, de reconnaissance, d'amour, de paix, d'enseignement. Nos énergies se sont unies dans une spirale lumineuse, bénissant non seulement nous deux, mais aussi la collectivité qui reçoit nos œuvres. Alors, respirons ensemble parce que la lumière circule, le soin est partagé et le pont est établi. Et pendant ce temps, je vais poursuivre avec ma bénédiction pour Jane. Jane, sœur d'âme, nous t'envoyons de la reconnaissance de ta lumière et de ton haut niveau de maîtrise dont tu as fait preuve. Nous t'honorons pour ton enfance joyeuse, pour tes récits de jeunesse pleins de gaieté, pour tes romans majeurs qui ont éclairé des générations, pour ton courage de refuser un mariage sans amour, pour ta précarité transformée en force créatrice et pour ton passage prématuré devenu une porte vers l'éternité. Jane, nous te bénissons comme une étoile de la famille d'âmes des éclaireurs. Tu es une sœur, un guide, une compagne. Ton rire, ton ironie, ta lucidité sont des trésors éternels. Nous t'offrons la paix, la reconnaissance et la gratitude. Que ton âme soit entourée de lumière dorée, de la sagesse et de l'argenté, de la beauté. Que tes incarnations futures soient légères et libres. Que tes dons continuent d'inspirer. Que ta lumière bénisse la collectivité et continue d'y mettre ton amour, ainsi que le rose que tu portes. Jane, nous t'honorons, te bénissons, t'aimons dans la vérité et la liberté. Donc, nous avons parcouru la vie de Jane Austen, femme de lettres et d'esprit, qui a su transformer les contraintes de son époque en œuvre intemporelle. Sa plume fine et ironique a révélé les élans du cœur, les subtilités des relations humaines. Elle nous a montré que la liberté intérieure et l'amour sincère sont des véritables fondations d'une vie accomplie. Mais notre voyage ne s'arrête pas ici. Après avoir entendu la voix terrestre et l'élégance de Jane, nous allons maintenant nous élever vers le ciel avec Antoine de Saint-Exupéry. Lui aussi a transformé ses expériences, celles du désert, du vol, de la guerre, et une œuvre universelle. Là où Jane nous a guidés dans les salons et les cœurs, Antoine nous invite à regarder les étoiles et à retrouver l'enfant intérieur. Et pour ce faire, la première trame choisie pour Antoine, c'est une interprétation faite par des enfants. Ça s'appelle J'ai le cœur, J'ai dans le cœur. En tout cas, ça vient du Petit Prince, qui est une reprise en français de Somewhere Only We Know. Et puis, ben, c'est pour célébrer les 75 ans du chef-d'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc, cette chanson nous amène à un voyage vers les étoiles, rappelant le fameux secret du renard. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible aux yeux. Antoine Jean-Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry est son nom. Et il est né le 29 juin 1900 à Lyon. Et puis, il est issu d'une famille de la noblesse française. Son père, Martin Louis-Marie Jean de Saint-Exupéry, est un inspecteur d'assurance, mort prématurément. Il a vécu non, il est mort prématurément en 1904 à l'âge de 41 ans. Ah, lui aussi. Donc, il y avait 4 ans quand son père est mort.
Sa mère, André-Marie-Louise Boyer de Fons-Colombe, était peintre, femme sensible et humaniste qui a élevé ses 5 enfants avec courage et optimiste. Puis au niveau de ses frères et sœurs, il y a Marie-Madeleine, Simone, François, Gabriel, Antoine. Mais il y a sa mère a eu de l'aide, ça a été une gouvernante autrichienne, Paula Enstel, qui évoqua comme une protection souveraine dans Pilote de guerre. Si on y va un petit peu avec son enfance, ben, il est partagé entre Lyon et puis le château de Maule et Saint-Maurice de Réenne. Bon, il y a plusieurs maisons, tant mieux. Éducation chez les Jésuites, puis chez les Marianistes de Fribourg en Suisse, dans un cadre moderne favorisant la créativité. Élève rêveur, indiscipliné, mais déjà écrivain, il remporte un prix de narration française. En 1912, il a son baptême de l'air à Ambérieu de Béguet, expérience fondatrice. Il écrit un poème sur ce vol, révélant sa passion pour l'aviation. Et en 1917, il obtient son baccalauréat. Son frère François décède et ça marque son passage à l'âge adulte. En 1923, il se fracture le crâne lors d'un accident. En 1938, il y a un écrasement d'avion au Guatemala qui le laisse affaibli. Il souffre de dépression et d'un état de santé fragile, mais continue à voler et à écrire. Il a été financé à Louise de Villemorin, mais il y a une rupture en 1939. Il en restera attristé. En 1931, il y a un mariage avec Consuelo Sushin Sandoval de Gomes, écrivaine et artiste salvadorienne. Leur relation est passionnée, complexe mais inspirante. Puis ensuite, il y a une relation avec Sylvia Hamilton, qui a été une journaliste anglophone. Donc, Saint-Exupéry a été à la fois aviateur, écrivain, poète et reporter. Ses romans et récits mêlent expérience aéronautique et méditation humaniste. On a eu Le Courrier du Sud en 1929, Vol de nuit en 1931, Terre des hommes en 1939, Pilote de guerre en 1942 et Le Petit Prince 1943 pour son œuvre la plus universelle traduite dans des centaines de langues. Ces thèmes sont la fraternité, la responsabilité, la grandeur de l'homme face à l'infini et sa quête de sens. Il transforme les expériences de pilote en paraboles spirituelles. Il y a une disparition en 1944. Il disparaît en vol au large de Marseille lors d'une mission de reconnaissance. Son corps n'a jamais été retrouvé, ce qui ajoute une aura de mystère à sa légende. Il y a une fondation Saint-Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse depuis 2009 qui est créée par ses héritiers, qui soutient ses projets éducatifs et humanistes. Son œuvre continue d'inspirer des générations, en particulier Le Petit Prince, qui relie l'enfant intérieur à la quête universelle de vérité. Donc, Saint-Antoine de Saint-Exupéry fut un enfant rêveur marqué par la perte de son père et de son frère, un aviateur courageux affrontant les dangers du ciel malgré les blessures, un écrivain humaniste transformant ses expériences en méditation universelle, puis un homme sensible, passionné dans ses relations, souvent tourmenté, mais toujours fidèle à l'amour et à la vérité. Mais il y a des échecs, puis il y a des recherches de voix. Il y a eu des années d'errance de 1918 à 1925. Entre autres, Antoine échoue à l'oral du concours de l'École navale. Il s'inscrit ensuite comme auditeur libre en architecture à l'École des beaux-arts, mais il reste sans projet clair. Après la mort de sa tante en 1920, sa mère hérite du château de Saint-Maurice, mais les revenus sont modestes. Antoine vit de l'hospitalité de sa cousine Yvonne de Lestrange et accepte divers petits emplois, dont figurant dans l'opéra Covandis de Joan Noguès. En 1918, il rencontre Louise de Villemorin qui devient sa fiancée et inspire ses premiers poèmes romantiques. Ses vers témoignent de sa sensibilité et de son besoin de s'ancrer dans ses émotions par le biais de l'écriture. Et là, on a une citation ici. Je me souviens de toi comme un foyer clair, près de qui j'ai vécu des heures sans rien dire.
Il compose des sonnets et des quatrains veillés en 1921, souvent calligraphiés et ornés de dessins à l'encre de Chine. Puis Louise restera un pilier de son cercle d'amis même après leur rupture en 1923, rupture qu'elle qualifiera plus tard de fiançailles pour rire, mais qui laissera Antoine profondément marqué. Puis, en 1921, il a fait du service militaire comme mécanicien au 2e régiment d'aviation de Strasbourg. Il finance lui-même ses cours de pilotage civil et obtient son brevet de pilote. Affecté au Maroc, il décroche son brevet de pilote militaire en décembre 1921. Il est promu caporal en 1922, puis sous-lieutenant, il devient observateur d'aviation. Puis ses loisirs sont créatifs, des croquis de ses camarades regroupés dans le cahier Les copains. Après sa démobilisation, il travaille comme contrôleur de fabrication au comptoir de Tuileries, puis comme représentant pour l'usine suisse Sawyer en 1924-1925, mais sans succès commercial. Il se lasse rapidement de ses emplois et il démissionne. En parallèle, il commence à écrire une œuvre en prose, Manon danseuse, des poèmes plus fantaisistes comme La Lune en 1925, où perce déjà son humour et son imagination décalée. Il est minuit, je me promène et j'hésite scandalisé. Quel est le chimpanzé et qui danse dans la fontaine? Bon, ce qu'on remarque du portrait d'Antoine, c'est qu'il est en quête de sens, échouant au concours, cherchant sa voie. Poète sensible, inspiré par sa première fiancée, mais oscillant entre le romantisme et la fantaisie. Que c'est un aviateur passionné malgré les accidents et les oppositions familiales. Puis c'est un homme d'errance, passant de petits emplois à des débuts littéraires, préparant la rencontre entre l'aviation et l'écriture qui fera sa grandeur. Après l'intégration à l'aérospatiale dans Air France, il vit une période difficile. Il devient un pilote d'essai de l'ATCOR, puis engagé au service de propagande d'Air France. Il devient journaliste, reporter et scénariste pour le cinéma. Il continue à voler et à écrire pour témoigner de l'aventure aérienne. Bon, je vous ai parlé tantôt d'un crash dans le désert en 1935. Il tente un raid Paris-Saigon avec son mécanicien. Leur avion s'écrase dans le désert libyque. Puis, survivant, il erre 4 jours avec des réserves dérisoires. Quelques fruits, un peu de café et de vin. Il souffre de déshydratation, d'hallucinations jusqu'à ce que 2 bédouins leur sauvent en leur donnant de l'eau et en les guidant vers le Caire. Puis cette expérience inspira directement Le Petit Prince qui commence par un pilote qui échoue dans le désert. Puis en 1936, il part comme reporter en Espagne pour couvrir la guerre civile. En 1937, avec son mécanicien, il explore de nouvelles routes aériennes en Afrique, reliant Casablanca, Tombouctou et Bamako, parcourant plus de 9000 kilomètres. Puis, ben oui, c'est un aviateur pionnier qui affronte les dangers du ciel et du désert. C'est un écrivain lyrique, transformant ses expériences en récits universels. Puis explorateur, ouvrant des routes aériennes en Afrique et en Amérique du Sud. Survivant, marqué par l'expérience du désert. Et puis, ce qu'on sait, c'est qu'il sert de capitaine dans l'armée de l'air, instructeur, puis pilote de reconnaissance au groupe 233. En 1940, il survole Arras en pleine offensive allemande. Son avion est criblé de balles, mais réussit à ramener son équipage sain et sauf. Puis, cet exploit lui vaut la Croix de guerre avec palme et inspire pilote de guerre en 1942. Démobilisé en juin 1940, il continue à voler malgré les difficultés. Et de 1842 de 1940 à 42, après l'armistice, il part pour New York en 1940, espérant convaincre les États-Unis d'entrer en guerre. Ses positions sont mal comprises, favorables au gouvernement de Vichy au départ, méfiant envers Gaulle, il cherche surtout à réconcilier les Français. Et en 1942, il passe un appel radiophonique depuis New York, Français, réconcilions-nous pour mieux servir.
Puis, il publie Pilote de guerre en 42. Bon, ensuite, à New York, il rencontre Sylvia Hamilton, journaliste anglophone avec qui il vit une relation amoureuse. C'est dans ce contexte qu'il écrit Le Petit Prince en 1943, un conte philosophique universel confié à Sylvia avant son départ. Publié d'abord aux États-Unis, en anglais, puis en français, il deviendra son œuvre la plus célèbre, symbole de l'enfant intérieur et de la quête de vérité. Donc, retour au combat, 1943-44, malgré son âge et sa santé fragile, il insiste pour reprendre le service actif. Il rejoint l'aviation en Tunisie grâce à ses relations et aux pressions du commandant français. Pour lui, au temps de l'aérospatiale, seuls ceux qui participent aux événements peuvent en témoigner. Donc, ces dernières années révèlent un Antoine blessé mais créateur, transformant ses épreuves en médiation universelle. Terre des hommes, Pilote de guerre, Petit Prince, entre autres. Engagé mais incompris, cherchant à réconcilier les Français dans un nouveau contexte de division. Amoureux et inspiré, trouvant en Sylvia un élan pour écrire son œuvre la plus universelle. Et pilote jusqu'au bout, refusant de rester spectateur, reprenant les airs malgré les risques. Il est promu commandant et il effectue des missions de reconnaissance malgré son âge et son état de santé. En 1943, il vit difficilement l'inaction, travaille sur Citadelle, mais insiste pour reprendre le service. Puis en 1944, le général l'autorise à voler à nouveau et elle reprend des missions en Sardaigne. Il est cité à l'Ordre de l'armée aérienne à titre posthume pour sa passion de servir et sa foi dans le destin de la patrie. Longtemps, les circonstances de sa mort ont resté inconnues. Hypothèse d'un avion abattu par un chasseur d'Allemands, mais sans preuve. En 1998, une gourmette portant son nom et celui de Consuelo est retrouvée dans les filets d'un pêcheur marseillais. Puis en 2000, des morceaux de son avion ont été découverts au large de Marseille. En 2003, il y a eu une identification formelle de l'avion. Et puis, les études ont suggéré que ça a été un piqué à grande vitesse qui peut être relié à une panne technique ou à un malaise ou une attaque. Certains évoquent même l'hypothèse d'un suicide renforcée par ces derniers écrits et empreints de pessimisme. Donc, pour le portrait final de Saint-Antoine, il a été un pilote courageux reprenant les airs malgré les blessures et l'âge, un écrivain visionnaire transformant les expériences en méditation universelle, un homme lucide conscient de sa fragilité et du monde qui s'annonçait, une figure mystérieuse dont la disparition reste entourée d'interrogations, mais dont l'héritage continue d'éclairer. Alors, il laisse plusieurs œuvres majeures. Et puis son message, c'est être un homme, c'est précisément être responsable. Il incarne l'union de l'aviateur et du poète, du témoin et du visionnaire. Et je vous présente comme deuxième trame sonore Antoine de Saint-Exupéry, composé par Fred Attal au niveau des paroles et musique, est une ode vibrante à l'écrivain et à l'aviateur qui ont marqué l'image collective. La chanson rend hommage à son esprit visionnaire, à son courage et à sa poésie intemporelle, rappelant que son œuvre continue d'éclairer les consciences bien au-delà de son époque. Alors, quand je regarde l'âme d'Antoine de Saint-Exupéry, ben, on voit une sensibilité profonde. Il y a un attachement à la famille, il y a un besoin de protection et de tendresse. Puis il agit vraiment avec une énergie de poète et de rêveur qui transforme l'intime en universel. Il a été à la recherche d'harmonie, un goût pour l'esthétique et les relations équilibrées. Ça explique son besoin conscient et constant de médiation et de réconciliation. On voit une énergie de charisme, de grandeur, de désir de rayonner, la noblesse de ton et la force d'incarner une figure héroïque. C'est une âme qui est à la fois tendre et majestueuse, qui nourrit la profondeur, qui cherche l'harmonie. Puis, on dirait qu'il y a un côté lion qui lui donne une stature. Mais c'est un chemin de vie de l'humanisme, de compassion et de l'universalité. Donc, ça porte une mission collective, c'est de transmettre des valeurs, d'éveiller les consciences, de servir l'humanité.
Antoine incarne parfaitement ses vibrations. Ses récits ne sont pas seulement des aventures, mais des méditations sur la condition humaine. Donc, aujourd'hui, son âme est de bleu cobalt mêlé de blanc lumineux. Oui, parce que quand il était Antoine, il était bleu indigo. Là, il a changé. Son âme est rendue bleu cobalt mêlé de blanc lumineux. Donc, le bleu pour la profondeur, la vérité, la quête spirituelle qui est toujours au centre de ses des aspirations. Mais le blanc lumineux parle également de pureté, d'élévation et d'aspiration à l'universel. C'est vraiment une palette qui traduit une âme qui cherche à unir ciel et terre, à transformer l'expérience humaine en lumière. Puis Antoine appartient à la famille d'âmes des explorateurs enseignants. Sa mission est de franchir les frontières, ciel, désert, mer, et rapporter des enseignements. Il est proche des âmes pionnières et visionnaires qui ouvrent des routes pour les autres. Puis c'est vraiment une famille d'âmes des messagers universels qui utilisent l'expérience vécue pour éveiller la conscience collective. J'ai regardé dans ses anciennes vies, j'ai vu une incarnation où il était un navigateur antique. Il porte des mémoires d'un explorateur méditerranéen reliant les ports et découvrant de nouveaux horizons. Cela explique son attirance pour les voyages et les cartes. J'ai vu aussi une vie de moine scribe médiéval. Il aurait transcrit des manuscrits, médité sur des conditions humaines, puis cherché à unir foi et raison. Cela résonne avec son style contemplatif et philosophique. J'ai vu une incarnation de guerrier poète de la Renaissance, une incarnation où il aurait uni l'action et l'écriture, la bravoure et la beauté. Cela se retrouve dans un double rôle de pilote et écrivain qu'il a porté. Puis aussi, j'ai vu une incarnation de chaman dans une tribu ancienne, une mémoire d'un homme reliant le ciel à la terre, interprétant les signes, guidant les autres dans le désert ou la steppe. Puis cela explique son lien mystique avec le désert et les étoiles. Mais pour un portrait final, c'est une âme tendre, protectrice, poétique, humaniste, universelle, porteur de mission collective. Profondeur et lumière le caractérisent bien. Il aime ouvrir des routes, transmettre des vérités, et tout cela explique son destin. L'homme d'action et de philosophie, le témoin et le visionnaire. Et la dernière trame sonore est tirée de l'opéra du Petit Prince composé par Michael Levinas, qui est inspiré de l'œuvre intemporelle de Saint-Antoine. De... Ça fait 2 fois que je fais lapsus, désolé. Antoine de Saint-Exupéry. C'est une interlude qui agit comme une respiration musicale, une pause suspendue qui nous relie à l'essentiel, c'est-à-dire l'espace intérieur où l'enfant et l'adulte se rencontrent. Cette musique est une invitation à entrer dans le silence vibrant du cœur, là où les mots se taisent et où les consciences s'élèvent. Et c'est alors que mon âme s'avance maintenant vers Antoine et je lui ai offert un cadeau. C'est une sphère de cristal bleu cobalt traversée de filaments lumineux blancs. Cette lumière est celle du ciel et des étoiles qui guérit ses mémoires de chute, d'accident, de solitude dans le désert. Elle apaise ses blessures de guerre, ses fatigues physiques et lui rappelle qu'il est avant tout un messager universel. Antoine reçoit ce présent, il sourit, son champ magnétique se gonfle de cette lumière céleste. Des fragments de peur et de désespoir se détachent de son aura et sont retournés à la terre. Ça a dégagé ses épaules, ils se sont élargis parce que il y a eu du poids des responsabilités qui y ont tombé, car elles étaient trop lourdes. Ses pieds s'ancrent dans la terre, mais cette fois sans douleur. Il porte sa fréquence en guérison avec la thématique de la responsabilité et du sacrifice. Il y a une transformation profonde dans son plexus solaire. Les mémoires de ses vols, de ses combats, de ses chutes se dissolvent aussi au troisième œil.
Laissant de la place à une énergie dorée de courage tranquille prendre place. Puis, son troisième œil s'illumine avec une belle étoile, comme lui rappelant qu'il a toujours vu au-delà des apparences. Il se promet d'honorer sa vérité en passant par le chakra de la gorge et du cœur pour que ses paroles et ses récits continuent à vibrer dans l'éternité. Puis, on a fait un échange. Antoine m'a offert en retour une petite étoile argentée qu'il a détachée de son cœur. C'est une étoile de son héritage. La capacité de transformer les expériences du ciel et du désert en paraboles spirituelles pour donner forme aux vérités invisibles par la poésie. Et quand je prends cette étoile dans ma main, je sens une fluidité électrique se connecter dans mes énergies, mes racines, puis mon canal, puis ça a propulsé chez moi une vibration de hauteur et de profondeur qui m'aidera dans mes fonctions avant de plonger davantage dans la sagesse et la responsabilité, tout en gardant la légèreté de l'enfant intérieur. Puis, ça modifie également l'amélioration de certains codes pour mon écriture. Puis cette étoile également détend mon souffle avec beaucoup de courage. Ça approfondit ma familiarité avec le monde, comme la capacité d'honorer ma place dans ma grande famille d'humains, humaine. Puis, bon, ça a vraiment porté mes énergies à ce que ça puisse comme nettoyer mon cœur, mon plexus, pour alléger les liens anciens aux sacrifices et aux responsabilités pour la nation. Donc, ça a été quand même un échange de guérison, d'inspiration. Et puis, ça a permis également à ce que la collectivité puisse se nettoyer en même temps que nous pour ceux, les âmes, qui étaient prêts à le recevoir. Et c'est alors que je vous transmets un message de l'âme d'Antoine. Elle nous dit: Mes amis, je vous parle aujourd'hui non pas comme l'aviateur disparu, ni comme l'écrivain que vous avez lu, mais comme une conscience qui continue de vibrer dans vos cœurs. Mon nom est Antoine de Saint-Exupéry, mais au-delà du nom, je suis une âme qui a choisi de traverser le ciel et le désert pour comprendre ce que signifie être homme. J'ai connu la fragilité du corps, des blessures, des chutes, les mirages du désert. J'ai connu aussi la grandeur des vols nocturnes, la fraternité des compagnons, la beauté des étoiles. J'ai écrit pour témoigner, pour que mes expériences ne soient pas seulement des aventures, mais des paraboles pour l'humanité. Je vous dis, je vous ai dit un jour, être homme, c'est précisément être responsable. Cette phrase est encore vraie aujourd'hui. Être responsable, ce n'est pas de porter un fardeau, mais de reconnaître que chaque geste, chaque parole, chaque pensée a une résonance. Vous êtes responsable de la terre que vous habitez, des enfants que vous élevez, des rêves que vous nourrissez. Le ciel m'a appris l'immensité. Le désert m'a appris la nudité. Dans le ciel, j'ai vu la fragilité des machines et la grandeur des étoiles. Dans le désert, j'ai vu la soif, la solitude, mais aussi la vérité nue de l'existence. Ces deux espaces m'ont montré que l'homme est petit, mais qu'il peut être grand par son cœur. Je n'ai jamais volé seul, même quand j'étais seule dans mon cockpit, je portais en moi la mémoire de mes compagnons. La fraternité est ce qui sauve l'homme. Sans elle, nous ne sommes que des individus isolés. Avec elle, nous devenons une humanité. Dans Le Petit Prince, j'ai voulu rappeler que l'essentiel est invisible pour les yeux. L'enfant intérieur est celui qui voit avec le cœur. Ne le perdez pas. Dans vos vies modernes, rapides et saturées, gardez un espace pour l'émerveillement, la simplicité, pour la rose que vous aimez. J'ai connu la souffrance, les fractures, les dépressions, les incompréhensions, mais chaque souffrance peut devenir une lumière si elle est transformée. Ne fuyez pas vos blessures, regardez-les, écoutez-les, puis transformez-les avec sagesse. Vous vivez dans une époque de vitesse, de technologie, de bruit, mais les leçons sont les mêmes qu'en mon temps. Ne vous laissez pas tromper par les apparences.
chercher la profondeur derrière les masques, cultiver la responsabilité et la fraternité, puis honorer votre enfant intérieur. Je vous laisse sur ces mots comme une bénédiction. Soyez responsables mais libres. Soyez courageux mais tendres. Soyez réalistes mais poètes. Soyez humains, pleinement humains. Et souvenez-vous, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ce que vous semez aujourd'hui fleurira demain dans d'autres cieux. Je vous accompagne avec mon étoile argentée comme un frère d'âme qui vous sourit depuis l'infini. Et c'est alors que j'ai enchaîné avec ma bénédiction. Antoine, cher frère, nous t'appelons aujourd'hui avec ta lumière. Pour ton partage, nous te remercions. Béni soit ton enfance à Lyon, ta mère André qui t'a transmis l'humanisme, tes frères et sœurs qui ont partagé tes jeux. Nous bénissons tes premiers vols, tes poèmes, tes hésitations, tes fiançailles rompues, tes blessures. Nous bénissons tes années à l'aérospatiale, tes compagnons, tes nuits de vol, tes escales dans le désert, tes œuvres. Nous bénissons tes amours, tes fragilités, tes élans, ton courage, ta responsabilité, ta fraternité. Ta disparition mystérieuse, ton sacrifice pour la France sont également des bénédictions que nous portons pour ta mère qui t'a pleuré, pour les écrits de tes poèmes. Bénis soient les chercheurs qui ont retrouvé ton avion, les plongeurs qui ont ramené ta gourmette, tes musées qui gardent ta mémoire. Nous t'offrons une lumière dorée et bleue qui guérit tes blessures et honore ta mission. Nous t'offrons la gratitude de la collectivité qui continue à lire tes mots et à inspirer ton étoile. Que ton âme baigne dans la joie, que tes incarnations futures soient libres et légères, que tes dons continuent d'inspirer, que ta lumière bénisse la collectivité. Alors voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette magnifique émission 134. Nous avons voyagé aujourd'hui dans les univers vibratoires de Jane Austen et d'Antoine de Saint-Exupéry, deux âmes qui nous ont transmis leur héritage de vérité, de responsabilité et de beauté. La semaine prochaine, nous poursuivons notre exploration avec deux figures bien connues du monde policier et télévisuel, LL Cool J et Chris O'Donnell, pour découvrir la vibration de leur âme et de ce qu'elles peuvent nous enseigner sur la loyauté, la force et la fraternité. Je vous invite à partager cette émission sur vos réseaux sociaux, à aimer notre chaîne YouTube et notre page Facebook, Émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Ensemble, faisons rayonner ces messages de conscience et de lumière. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des consultations privées avec moi, la médium que je suis pour un accompagnement personnalisé, des méditations guidées en vidéo aussi à pratiquer chez vous pour nourrir votre évolution intérieure. Puis également, il y a la série atelier sur les rayons sacrés pour approfondir votre chemin spirituel et évoluer en conscience, en autonomie spirituelle pour le retour à l'être. Il me fera plaisir de vous accompagner dans votre évolution consciente. Je vous bénis, chacun de vous, chers auditeurs, que la lumière vous accompagne, que vos pas soient guidés par la vérité et que vos cœurs restent ouverts à la beauté de l'âme. N'oubliez pas, toutes nos émissions sont offertes gratuitement sur notre chaîne YouTube. Venez les découvrir, les vivre, les partager. Soyez bénis. Namasté.